Bonjour chez vous, bienvenue pour cette 9e de cette semaine j'ai vu. Au programme, quelques films, vous connaissez le principe, je ne dis pas le synopsis pour les films qui sont très connus et pour les moins connus, je dis le synopsis en 2 lignes. Accompagné de ma note sur 20, vous aurez droit à mon avis et quelques commentaires. Attention, c'est parti les enfants. Cette semaine, j'ai vu Jem et les hologrammes de Jonathan Murray Chou avec Aubrey Peoples et Stephanie Scott. Alors, autant le dire de suite, je n'ai jamais été fan de l'anime et à vrai dire, je crois que j'ai vu 1 ou 2 épisodes à tout casser et ce que je retiens le plus, c'est le sympathique générique de Jem et les hologrammes. Alors en ce qui concerne le film, j'aurais 50 000 raisons pour détester ce film, d'autant plus qu'il ne respecte pas l'œuvre originelle puisque dans le dessin animé ça se passe dans les années 80 et là ils ont préféré le transposer de nos jours. Donc 50 000 raisons pour le détester, d'autant plus que la musique n'est pas tip top, mais il y a quelque chose qui marche sur ces 2 heures de film, il y a quelque chose qui marche, le film est très dynamique et les guest stars sont extrêmement savoureux, en passant par Molly Ringwald, The Rock, Chris Pratt et bien sûr Juliette Lewis en parfaite bad woman qui pousse la caricature tellement loin que ça en devient drôle. Et en plus ils ont inclus un élément fantastique dans le film, ce qui fait que le scénario en devient un méga what the fuck et je sais pas, j'ai bien aimé. On pourrait, les méchantes langues pourraient dire que c'est une sorte de high school musical amélioré. Donc certainement il y en a qui vont aimer et d'autres qui vont carrément détester. Mais Jem et les hologrammes est un film vraiment plaisant à regarder, notamment pour son actrice principale qui joue plutôt bien et qui est très charmante. Et je pense que le film ça se dirige vers une franchise. Voilà. Ça se dirige vers une franchise et je pense que le film va marcher. Et ma note est de 10 sur 20, à condition d'avoir une grille de lecture extrêmement indulgente. Cette semaine, j'ai vu Diablo, réalisé par Lawrence Reck avec Scott Eastwood. Et la première chose qui frappe dans le film, c'est vraiment la ressemblance incroyable avec son père quand il était jeune. Trop beau, trop charismatique. Et dans le film, il livre une prestation, mais plus qu'honorable. Surtout qu'il y a beaucoup d'instants de silence et c'est un western en plus. Ça fait vraiment du bien de le voir dans ce genre-là. Et seule sa présence suffit. Voilà. Donc c'est ultra jouissif de voir le fils de Clint dans un western et franchement je l'encourage vraiment à continuer dans cette voie-là. Deuxième chose, le scénario est vraiment très très bien amené et avec un twist final plus que sympathique. Le problème vient de la mise en scène qui est méga désastreuse, avec un montage mou du genou. Je prends une métaphore. Le film, c'est comme un mec qui tirerait au pistolet et qui ferait pan. Pas percutant du tout. Et nous, ce qu'on attend, c'est voilà, un truc beaucoup. Voilà, c'est la mise en scène est tellement en retard sur la narration qu'on devine le twist final à la moitié du film. Et franchement, c'est pas normal. Dans sa globalité, le film est extrêmement médiocre. Pourtant, il y a Scott avec une putain de présence, comme je l'ai dit. Ça, c'est vraiment le point positif. Mais le film est très très mauvais et je lui accorde une note de 8 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Les Suffragettes de Sarah Gavron. Et je pense, mes amis, que je déteste tous les personnages qu'incarne cette actrice, Carey Mulligan, mais j'y reviendrai plus tard. Le film avait tout pour être une superbe ode au féminisme, avec tout ce qu'on sait
plus ou moins déjà, c'est-à-dire la violence sur les femmes, la condition à l'époque de la violence qu'elles pouvaient subir, que ce soit verbale ou physique, et puis le chemin, le parcours, puisque c'est le sujet central du film, pour le droit de vote, aurait pu faire un énorme film. Mais la mise en scène est tellement chiante. Mais merde, avec ces discours interminables et puis des personnages caricaturaux. Alors les mecs sont les méchants ou sinon ils disent rien et les filles sont les gentilles et puis les guests en plus comme Meryl Streep ne servent strictement à rien. Et le personnage principal, pourquoi avoir choisi un personnage aussi what the fuck? Dans le film, je vous fais juste un petit spoiler, dans le film, le personnage de Carey Mulligan a des enfants et elle se fait enlever son enfant. Et sa réaction, c'est de baffer, mais alors je vous le dis vraiment très sincèrement, gentiment son mari. Pourquoi t'as fait ça et tout? Putain, mais quel personnage féminin, que ce soit dans la vie ou que ce soit au cinéma, réagit comme ça? Mais moi je m'attendais à ce qu'elle se roule par terre, qu'elle vomisse ses tripes sur la table, qu'elle hurle à la mort, mon fils, ma bataille, quoi. Mais non, ils ont foutu un putain de personnage, mais amorphe, qui fait chier, quoi. Donc, et tout ça pour représenter un film qui aurait pu être terrible, mais le film est plus que médiocre. Ça frise la nullité pour moi, pourtant avec un sujet super fort. C'est extrêmement dommage et ma note est de 4 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Made in France, réalisé par Nicolas Boukrieff. Eh bien, je comprends qu'on puisse J'aurais compris qu'on puisse le repousser, vu qu'il devait sortir une semaine après les attentats. Mais de là à le retirer carrément des salles, je reste dans l'incompréhension. Bref, cinématographiquement, c'est plutôt un bon film. Surtout au niveau du casting qui est impeccable, rien à redire, et son écriture se permet d'avoir même quelques petites idées flamboyantes avec ce twist final qui fait quand même bien réfléchir. Et en termes de réalisation, on est quand même en dessous d'un excellent épisode d'Homeland. Et des fois, ça frise le téléfilm français. Et franchement, ça, c'est pas normal. Enfin, d'aujourd'hui, c'est pas normal qu'on atteigne ce niveau-là. Alors, je veux bien... J'ai entendu des rumeurs comme quoi ils n'avaient pas assez de budget, etc. Mais quand même, le résultat est là. Alors oui, c'est un film que j'encourage à... De toute façon, il faut que vous puissiez faire votre propre avis dessus, mais c'est un bon film avec les 30 premières minutes qui mettent bien en tension, qui sont très très bonnes, et après il y a du relâchement. C'est un film en dents de scie en fait, et ça reste quand même un bon film à voir. Ma note est de 12 sur 20, mais une grande déception. Alors que le sujet est tellement fort et tellement d'actualité qu'on aurait pu pousser vraiment le bouchon, mais beaucoup plus loin. Voilà. Ça se cantonne à quelque chose d'assez petit. Cette semaine, j'ai vu The Devils, ou Les Diables, le titre en français, réalisé par Ken Russell avec Oliver Reed et Vanessa Redgrave. C'est un vieux film que je n'avais pas vu, j'ai vu très récemment, découvert très récemment. Et putain, mais quelle claque! Une claque, mais monumentale. Autant le film possède une dramaturgie intense et dingue, autant dans l'écriture que dans la mise en scène, accompagnée de la performance charismatique d'Oliver Reed et de l'incroyable performance de Vanessa Redgrave. Je pensais
pas du tout un jour je pensais pas du tout la découvrir un jour dans un rôle comme ça. D'habitude, elle a toujours des rôles plutôt classieux dans des films plutôt classiques. Et là, ça frise le Ellen Burstyn dans Requiem for a Dream, pour vous situer le niveau. Et l'histoire en 2 mots, c'est tiré donc d'une histoire vraie. Ça se passe au Moyen-Âge. C'est un prêtre qui va contester la décision du roi Louis XIII pour vraiment un truc à la con dans sa ville. Et pendant ce temps, une religieuse éprise et jalouse de ce prêtre qui est très beau, joué donc par Oliver Reed, va s'auto-proclamer possédé par le diable, et du coup, le roi va en profiter pour accuser le prêtre de sorcellerie. C'est un mélange je dirais, du Nom de la rose avec Orange Mécanique. Il y a des scènes dedans, mais ce film, il ne pourrait pas sortir en salle aujourd'hui, c'est sûr. Il y aurait des associations à la con qui protesteraient, etc., etc. C'est vraiment un putain de film culte, et ma note est de 18/20, je vous en dis pas plus. Foncez le voir, c'est vraiment un film pour les cinéphiles. Il faut absolument voir ce film, il est incroyable. Cette semaine, j'ai vu The Big Short, réalisé par Adam McKay avec un casting 5 étoiles, Ryan Gosling, Christian Bale, Steve Carell et Brad Pitt qui a produit ce film. Donc ne vous fiez pas à l'accroche du slogan extrêmement commercial et le synopsis aussi d'halluciné qui vous fera peut-être penser que vous avez affaire à un film de braquage, à un Ocean Eleven. C'est pas du tout ça. On est plus dans la lignée d'un thriller politique comme Les Hommes du Président. Et la véritable histoire, c'est quelques hommes qui vont anticiper la crise financière de 2005 liée aux banques et à l'État, qui ont accordé énormément de crédits aux Américains qui en ont profité, mais comme des porcs. C'est-à-dire que c'est pas un crédit pour un téléviseur, c'est un crédit carrément pour voir 1, 2, 3 maisons, alors qu'ils n'avaient pas du tout les moyens, avec des intérêts financiers incroyables qui font que l'immobilier va s'effondrer et va se répercuter sur les classes moyennes et l'Europe dont on fait partie. C'est un thriller politique extrêmement et brillamment amené. Le scénario, il n'y a rien à dire, il y a une recherche dans le scénario qui est tout à fait incroyable, et puis les interactions entre les personnages, il y en a énormément, avec des personnages secondaires aussi, sont brillamment interprétés. Rien à dire sur le casting, sur le scénario. C'est un film presque parfait, sauf que, mention spéciale aussi à Steve Carell, qui est tout juste incroyable dans son rôle, tout en nervosité et en puissance. Il a vraiment un rôle vraiment très très puissant. Mais le problème du film vient du fait que si ce film est destiné aux cinéphiles, tous les cinéphiles vont adorer, puisqu'il y a une mise en scène incroyable, le casting, bon voilà. Mais le sujet, il est tellement important, il est tellement d'actualité, que je dirais que son grand défaut vient de sa mise en scène. Je trouve qu'il n'est pas assez abordable pour le grand public. Parce que ça vise ça en fait. C'est comme un politique. Vous interrogez, quand vous regardez une émission politique, le journaliste pose une question simple, donc vous avez compris la question. Même si vous n'êtes pas un expert en politique ou en économie, vous attendez quand même une réponse du politique claire, nette et précise. Et ce qui est souvent le cas, c'est que le politique, non seulement va faire marcher sa langue de bois, mais va faire une tirade de 350 kilomètres de phrases où on va pas percuter du tout. Et c'est exactement ce que je reproche au film, c'est-à-dire que il faut quand même
10-15 minutes avant de rentrer dans ce film pour bien comprendre tous les rouages, etc. Et pour les personnes qui s'intéressent pas plus au cinéma que ça, eh bien le film va passer à côté alors que le sujet est tellement fort et tellement important que ça méritait d'avoir une mise en scène beaucoup plus abordable. Voilà. Et ma note est de 16 sur 20. Donc je vous encourage évidemment à aller voir ce film qui est indispensable. Cette semaine, j'ai vu Carol, réalisé par Todd Haynes, avec Cate Blanchett et Rooney Mara. Malgré le fait que ce soit une belle histoire d'amour sans cliché entre Rooney Mara et Cate Blanchett, que la direction artistique ait fait un sublime boulot indéniable sur les décors, les costumes et la représentation du New York des années 50, eh bien on est quand même loin du cinéma glamour de Douglas Sirk, puisqu'il est comparé au cinéma de Douglas Sirk, et ce film, à mon goût, est un peu trop froid et manque cruellement d'envolée romantique pour que je sois en extase devant ce film. Donc je lui donne une note de 13 sur 20. Cette semaine, j'ai vu The Danish Girl, réalisé par Tom Hooper avec Eddie Redmayne et la sublimissime Alicia Vikander. J'en suis sûr que Eddie Redmayne va être, après ce film, une grande icône gay, tellement qu'il dégage une sensibilité, un charme subtil, et il interprète brillamment son personnage. Et on ne peut pas lui en vouloir en fait, parce que beaucoup de critiques disent oui mais il fait que des rôles incroyables, tout ça pour avoir l'Oscar. Et alors franchement tant mieux, non? Enfin je sais pas, c'est un peu comme Daniel Day-Lewis, à chaque fois il fait des films dingues où il s'implique émotionnellement et physiquement dans ses films. Moi franchement j'applaudis, c'est ça un pur acteur quoi, pour moi. Donc dans ce film, je dirais que deux choses positives. Il y a la première, la performance donc d'Eddie Redmayne, je trouve incroyable, et je trouve que l'histoire d'amour, elle est vraiment sublime. Après, le sujet central du film, le sujet sur le transgenre, ne m'a pas vraiment passionné. Je trouve pas que ce soit très cinématographique. Le film a divisé, j'ai vu des critiques qui l'ont descendu, qui ont détesté ce film, et d'autres qui ont adoré. Et ben moi je suis entre les deux et je lui donne une note de 13 sur 20. Cette semaine j'ai vu Brooklyn, réalisé par John Crowley et Paul Tran avec Saoirse Ronan. L'histoire en deux mots, c'est une jeune Irlandaise qui décide de partir travailler aux États-Unis dans les années 50, et elle va rencontrer un jeune homme qui va tomber sous son charme. Elle aussi va tomber sous son charme. Ils vont se promettre plein de choses. Et quand elle va revenir dans son pays natal, elle va rencontrer un mec qui va tomber sous son charme. Il va lui dire plein de choses et elle va tomber sous son charme. Putain de salope! Non, je déconne. Chacun fait ce qu'il veut. J'adore les films d'époque. Et pour le coup, celui-ci m'a fait terriblement chier parce que les dialogues sont d'une platitude incroyable. C'est une romance vraiment à deux balles. Voilà. Ça ressemble à un téléfilm canadien. Voilà, c'est vraiment sans intérêt. Et pourtant d'après ce que j'ai lu, les critiques sont assez bonnes. Alors peut-être que c'est moi. Faites votre avis par vous-même, vous verrez bien. En tout cas, ce film m'a fait terriblement chier et je lui donne une note de 6 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Intruders, réalisé par Adam Schindler. L'histoire en deux mots, c'est le personnage d'Anna qui est agoraphobe, à tel point que ça fait des années qu'elle ne peut pas sortir de chez elle, et le jour de l'enterrement de son jeune frère, où on penserait qu'elle puisse sortir, eh bien elle va se faire cambrioler par des personnes malveillantes qui vont la kidnapper et la séquestrer chez elle, mais pas pour longtemps parce que les rôles risquent de s'inverser. Et franchement, ce petit scénario de série B quoi, est extrêmement intéressant,
et bien jouissif, et pendant 1 heure on se régale avec même des petits rebondissements bien cool. Et sauf que la dernière demi-heure, eh bien c'est tellement téléphoné, tellement dû réchauffer, et une fois qu'on sait au bout de cette heure le twist final, le film s'étire, se prolonge, et on reste voilà, sur une série B avec un bon sujet de départ, mais qui se foire complètement dans sa dernière demi-heure de fin. Et ma note est de 9 sur 20. Cette semaine, j'ai vu un début prometteur réalisé par Emma Lucchini avec Fabrice Lucchini, qui est le père donc d'Emma, et Manu Payet. Le film, c'est une catastrophe, mais alors... Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait là, Emma Lucchini, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est son premier film. Alors déjà, commencer par le scénario complètement foireux. Alors c'est l'histoire d'un alcoolique, un jeune alcoolique joué par Manu Payet, avec sa barbe hirsute, qui va revenir chez son père, qui est incarné par Fabrice Lucchini, qui est horticulteur et qui vit avec son petit frère de 16 ans. Et donc son petit frère de 16 ans va rencontrer une femme beaucoup plus âgée, dont il va tomber complètement fou amoureux, style 30-35 ans, et Manu Payet, le personnage de Manu Payet, va tout faire pour le dégoûter de l'amour. Putain, mais qu'est-ce que c'est pourri comme scénario, mais bon, tout tombe à plat. Les dialogues, tout tombe à l'eau. On sent même que, je sais pas, on sent même que Fabrice Lucchini se fait chier dans le film, qu'il est là pour dire bon, dépêche-toi, hein, parce que j'ai pas que ça à foutre, en plus tu me payes même pas et tout. Bon, j'extrapole là, mais honnêtement on n'en est pas loin, hein. On voit vraiment qu'il est pas du tout impliqué dans le film. Et puis les dialogues, je sais pas, son père aurait pu aider sa fille pour les dialogues, parce que les dialogues sont d'une platitude, c'est tellement laid, c'est tellement chiant, on dirait un scénario pondu en 1 heure, quoi. Donc et la réalisation elle est mauvaise, et puis Manu Payet il est mauvais, voilà, tout est mauvais dans ce film. Ce film, c'est une grosse bulle sur 20, et c'est désolant de voir des films comme ça. Voilà. Non, il fallait travailler le scénario, la réalisation. Je sais pas, on se lance pas dans la réalisation comme ça, quoi, sans connaître quelque chose. Alors, peut-être que je sais pas, elle sort d'une école de cinéma, un truc comme ça, on sait rien, mais ce sera encore pire. Donc voilà, ce film, et c'est vraiment du pas bon. Donc 0 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Judge, tiré du manga écrit et dessiné par Yoshiki Tonagai. Sur le papier, ça déchire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va il va se retrouver menotté dans un bâtiment désaffecté. Et dans la salle où il se trouve, il va être entouré de jeunes qui portent des masques d'animaux, et lui-même est coiffé d'une grosse tête de lapin, et une vidéo va leur expliquer à tous qu'il faut sacrifier quelqu'un tous les 12 heures. Alors sur le manga papier ça fonctionne extrêmement bien, mais ce live action est complètement pourri sur tous les plans. À commencer par sa réalisation qui fait extrêmement mal à la tête. Le réalisateur a choisi de mettre un œil de webcam. Voilà. Plus foutage de gueule, tu meurs, quoi. Il y avait Resident Evil, très foutage de gueule pour faire du fric. Mais là, c'est vraiment un foutage de gueule, mais là, je te l'ancre bien au fond, quoi. Donc, vraiment, l'attaque des titans à côté, c'est vraiment un chef-d'œuvre à côté de ce live action qui est vraiment une pure merde. Il n'y a pas d'autre mot que merde. Enfin, qu'est-ce qu'il y a plus fort que merde? Une grosse merde. Donc, ce film, c'est vraiment une grosse merde qu'il faut absolument éviter. Et ma note est de 0 sur 20.
Cette semaine, j'ai vu Assassination Classroom, tiré du manga écrit et dessiné par Yusui Matsui. Eh bien, contrairement à The Judge qui se foutait complètement de notre gueule, ben ici, ça respecte complètement le manga, l'œuvre d'origine, dans le fond et dans la forme. Même si l'anime ne casse pas des briques au niveau scénario, on est quand même très loin d'un Death Note ou d'un Kesseiju, eh bien le film retranscrit assez bien l'univers de l'anime avec son côté très cartoonesque, très loufoque, 100% assumé. Et moi c'est vraiment tout ce que je demandais. Donc c'est vrai que le film s'étire quand même en longueur, il dure 2 heures et en plus il n'est pas terminé et la saison 2 de l'anime n'est pas terminée, donc je connais pas encore toute l'histoire. Par contre, sur le manga papier je pense que c'est pareil aussi, donc bien que je le lise pas. Mais j'attends avec impatience cette deuxième partie et ce film m'a totalement convaincu en tant que live action avec ses effets spéciaux, une mise en scène bien barrée et c'est ce personnage charismatique quand même qui est ce professeur avec une tête de smiley jaune qui est extrêmement drôle. En tout cas moi ça m'a vraiment plu et je vous conseille d'abord de voir l'anime et puis ensuite de vous reporter sur le live action. Et ma note du film est de 14/20. Cette semaine, j'ai vu La Belle Saison réalisée par Catherine Corsi avec Isia Higelin et Cécile de France. Alors, je ne vais pas m'étendre très longtemps dessus. Point positif, sur le plan historique, je dirais que le féminisme est beaucoup mieux abordé que dans Les Suffragettes par exemple, mais le truc qui m'a vraiment plombé, c'est cette histoire d'amour extrêmement chiante entre Cécile de France et Isia Higelin. Voilà, je l'ai trouvé d'une platitude incroyable. Et dans sa globalité, ce film est médiocre. Cela dit, ce film a été nominé dans la catégorie meilleur film, donc n'écoutez pas mon avis, ça se trouve vous allez adorer ce film. Mais moi je l'ai trouvé très médiocre et ma note est de 8/20. Cette semaine j'ai vu Spotlight, réalisé par Tom McCarthy avec Rachel McAdams, Michael Keaton, Mark Ruffalo et Liev Schreiber. Casting vraiment impeccable. L'histoire en 2 mots, c'est un groupe de journalistes qui travaillent pour un très grand journal spécialisé dans la longue investigation et qui vont se pencher sur une affaire de pédophilie qui va impliquer plusieurs prêtres. Alors plusieurs raisons pour aller voir ce bijou d'investigation, c'est que c'est une histoire véridique, le casting est impeccable, mention spéciale à Mark Ruffalo qui est impliqué, déchaîné, ça le change du professeur Banner et au niveau de la réalisation elle est immersive, lente mais passionnante et pour finir le twist final qui fait vraiment froid dans le dos et ma note est de 17/20. Allez voir ce film, il est indispensable. Cette semaine, j'ai vu The Wave, réalisé par Roar Uthaug, c'est un film norvégien. Alors, l'histoire tient vraiment en une seule ligne, c'est une petite famille qui est installée dans un fjord en Norvège et la montagne menace de s'écraser. Et quand on regarde le trailer, avant le film, on se dit putain mais il nous montre tout, c'est un truc de fou, voilà, on est franchement dégoûté et pourtant du début jusqu'à la fin sur 1h30 on est en tension, il y a un suspense mais fantastique. Ce film est un film catastrophe à petit budget, on est quand même loin d'un San Andreas ou d'un 2012 par exemple qui nous montre des tonnes et des tonnes d'effets spéciaux. Ici dans le film il n'y a qu'une seule vague qui arrive et ça fait super peur. C'est vraiment du très bon en amont et en aval. La narration tient vraiment la route grâce à son casting impeccable et avec ses personnages extrêmement bien écrits. Donc c'est pas une révolution non plus, mais dans la catégorie cinéma de genre, petit film catastrophe, c'est une
pure merveille. Je me suis vraiment régalé. Et puis cet acteur, Christopher Joner, est un pur acteur. Vraiment. Et je dirais même qu'il tient le rôle du meilleur papa de l'année. Ce film est vraiment indispensable. Allez le voir. C'est vraiment un petit bijou et ma note est de 17 sur 20. Cette semaine, j'ai vu By the Sea, réalisé par Angelina Jolie, avec elle dedans, et Brad Pitt et Mélanie Laurent. L'histoire tient vraiment sur une ligne. Ça se passe dans les années 70 en France. C'est un couple bourgeois qui s'arrête dans une station balnéaire. Et quand j'ai vu le trailer pour la première fois, je me suis vraiment extasié dessus. Et d'ailleurs, je l'ai vu vraiment plusieurs fois parce que je le trouvais tellement beau, tellement classe, tellement charismatique. Il disait à la fois tout et rien, avec une sublime musique. Et réunir pour la deuxième fois, je crois que c'est vraiment la deuxième fois qu'ils se retrouvent après Mr. et Mrs. Smith, si je dis pas de conneries, peut-être que je me trompe pas, mais c'est vraiment de mémoire comme ça. Le couple à la vie et à l'écran, Brad Pitt et Angelina Jolie, je trouvais ça vraiment cool et ça donnait vraiment envie. Et au final, il se trouve que c'est une histoire très MLC, c'est-à-dire mou, longue et chiante. Sur un couple avec ses tracas. Le sujet aurait pu être extrêmement fort s'il avait pu être traité de manière terrible, de manière à qu'il y ait une tension dramatique forte, mais ce n'est pas le cas, c'est étiré sur 2 heures et on s'emmerde véritablement. Je vous conseille sur les histoires de couple de regarder Closer, qui est un véritable chef-d'œuvre, qui est beaucoup plus frontal, ou Jude de Michael Winterbottom avec Kate Winslet, qui est vraiment une petite tuerie qui se rapproche, le sujet se rapproche de By the Sea. Et By the Sea est une putain de grande déception, donc pour moi, parce que je l'attendais vraiment. Et ma note est de 6 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Manuel de survie à l'apocalypse zombie, réalisé par Michael London, avec des inconnus. Eh bien, c'est dans la même veine qu'un Zombieland. Bien sûr, c'est moins bien que Shaun of the Dead, mais c'est un très très bon film de genre. Donc si vous aimez pas les zombies et si vous aimez si vous êtes réfractaire aux blagues en dessous de la ceinture parce que le film en est bourré, eh bien passez votre chemin parce que vous n'allez pas vous régaler. Pour les autres, eh bien vous allez vraiment kiffer votre race parce que le film est bourré d'humour, le film est dynamique et extrêmement bien réalisé, le gore est bien fait, joué impeccablement par 3 jeunes comédiens complètement survoltés. En plus il y a une fille ultra méga bonasse et ultra badass qui se fight comme Steven Seagal. Que demander de plus? Moi franchement j'ai vraiment adoré et ma note est de 17 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Légende, réalisé par Brian Edgeland avec Tom Hardy et la trop rare Emily Browning. Alors, ceux qui pensent que Tom Hardy est un mauvais acteur, quand même, dans 2015, il a joué dans Mad Max Fury Road, parce que j'ai vu ça, et j'ai lu ça. Il a joué dans The Revenant, où il tient un parfait rôle de bad guy qui déchire. Eh bien, dans ce film, ça devrait les calmer parce qu'il livre une performance de prestation incroyable, celui d'un frère dur et romantique et de l'autre un psychopathe. Et c'est vraiment le gros point positif du film, c'est-à-dire les interactions entre les personnages sont incroyables, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, on a vraiment oublié que Tom Hardy livre une performance et on voit vraiment 2 personnages quand les 2 frères se parlent, les 2 frères se battent au niveau de la technicité, au niveau de la prestation. Je trouve ça sublime. Donc vraiment bravo Tom Hardy et mention spéciale aussi pour Emily Browning qui joue vraiment très bien et qui parle aussi en voix off dans le film. Petit bémol sur le scénario, on a vu mieux comme film de gangster. Le réalisateur se permet quand même des ellipses assez hallucinantes sur quelques scènes importantes comme la scène de la prison par exemple qui aurait pu être prolongée et rallongée. En fait, le film tient uniquement sur les interactions entre les personnages et ça c'est très bon. Mais j'aurais
aimé qu'il y ait plus de scènes de gangsters, plus de gunfight, voilà. Même si il y a quelques scènes qui envoient bien le pâté, bien violentes, etc. C'est pas assez long pour moi. Mais dans sa globalité, le film est très très bon et ma note est de 14 sur 20. Cette semaine, j'ai vu la deuxième partie du live action Kissiju Parasite 2. Dans la première partie, le live action faisait des ellipses incroyables sur la tension dramatique entre les interactions entre les personnages, ce qui résultait qu'il n'y avait que des scènes d'action. C'était pas mal, mais donc voilà, c'était assez décevant par rapport à ce que j'attendais, par rapport à ce qu'est ce chef-d'œuvre, qu'est cet anime, qu'est cette œuvre du manga Kissiju. Alors que dans cette deuxième partie, tout est réglé parfaitement, c'est plus dense, c'est plus gore, c'est plus dramatique, les effets spéciaux sont mieux travaillés, il y a beaucoup plus d'action, c'est beaucoup plus émotionnel. Le film est extrêmement bien réalisé, extrêmement bien joué, il y a des effusions de sang toutes les 5 minutes, franchement on se régale, mais pas des effusions de sang juste pour des effusions de sang, non, ça respecte extrêmement bien l'anime, on se régale, c'est ultra jouissif, et puis il se permet d'avoir 2 séquences anthologiques, la séquence de la bagnole qui est vraiment terrible, c'est une pure séquence d'action, et cette scène finale qui est incroyable et très intense. Donc je vous invite à vous taper le premier qui est bof bof, mais le deuxième qui est vraiment incroyable. C'est un des meilleurs live action que j'ai pu voir depuis ces 4 dernières années. Jetez-vous dessus sur Parasite 2. Sur Parasite, les live action qui franchement valent vraiment le coup, surtout pour la deuxième partie, et ma note est de 18 sur 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage à la partager, à la liker, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous pour une prochaine cette semaine, j'ai vu. Bonjour chez vous.